Dans le thème 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, premier chapitre, l'activité interne de la Terre, première partie. Les séismes. L'exemple étudié est celui du séisme du 11 mars 2011 qui a touché le Japon. Il s'est produit dans l'océan Pacifique et il a entraîné un tsunami meurtrier et une catastrophe nucléaire. Un séisme se traduit par des secousses qui endommagent les constructions et les paysages, entraînant le plus souvent des morts et des blessés. Alors, on retrouve ici une cassure sur la route que l'on a appelée une faille. Au Japon, les séismes, même violents, entraînent peu de morts, car les constructions sont renforcées selon des normes parasismiques. La population est entraînée à se mettre à l'abri dans le calme. On parle de prévention. Les séismes sont étudiés pour essayer de les comprendre. On les étudie en les enregistrant avec des appareils présents dans les stations sismiques, les sismographes ou sismomètres. On obtient des enregistrements, des tracés, appelés sismogrammes, qui sont analysés. On peut entre autres lire l'heure d'arrivée des ondes sismiques libérées par le séisme. Donc sur ce sismogramme ici, l'heure d'arrivée des ondes sismiques se situe ici. On va donc reporter ce point sur l'axe qui est en dessous et on va pouvoir lire directement l'heure d'arrivée des premières ondes sismiques. Les ondes sismiques se forment au niveau d'un point en profondeur appelé foyer. Au niveau du foyer, les roches cassent sous les contraintes, c'est-à-dire quand elles sont écrasées ou étirées depuis trop longtemps. Au moment de cette cassure, une grosse libération d'énergie se produit qui libère les ondes sismiques. Ces ondes sismiques vont se propager à grande vitesse dans toutes les directions et toucher en premier un point en surface juste au-dessus du foyer. Ce point s'appelle l'épicentre. Il va être le premier touché, mais aussi le plus durement touché, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'épicentre que l'on aura l'intensité maximale et les dégâts maximum. Cette cassure des roches peut se propager en surface et créer une faille. Les ondes sismiques se déplacent plus ou moins vite selon les roches qu'elles traversent. Quand une roche est dure, elles accélèrent et sont rapides. Quand une roche est moins dure, elles ralentissent. C'est ce qu'on observe au passage de la lithosphère dure à la sténosphère plus molle. Ici, sur le graphique, en milieu océanique, aux alentours de 100 km de profondeur, les ondes sismiques ralentissent. Donc au niveau de ce point-là, on voit que les ondes sismiques ralentissent. Ça marque la transition entre la couche dure qui est au-dessus, au niveau de laquelle les ondes sismiques sont rapides. Cette couche dure, on va l'appeler la lithosphère, et une couche moins dure qui se situe en dessous, au niveau de laquelle les ondes sismiques ralentissent et qu'on va appeler la sténosphère. Grâce à ces ondes sismiques, on connaît donc l'intérieur de la Terre. Les échelles historiques MSK, ou scientifiques de Richter, permettent d'évaluer la force du séisme. L'échelle MSK est une échelle descriptive, historique, graduée de 1 à 12 en chiffres romains. L'échelle de Richter, plus récente, permet d'évaluer la magnitude d'un séisme de façon scientifique. Elle est graduée de 0 à 9. Quelques séismes ont dépassé 9. Par exemple, le séisme d'Alaska de 1964 avec 9,2. Il a entraîné un tsunami avec des vagues de 22 mètres. À la suite du séisme de Provence du 11 juin 1909, des cartes d'isoséistes ont été construites. Une carte d'isoséiste est une carte sur laquelle on a tracé des courbes isoséistes, c'est-à-dire des courbes qui relient les lieux d'égale intensité du séisme. Sur cette carte, puisqu'il s'agit d'un séisme ancien, on a utilisé l'échelle historique MSK graduée de 1 à 12 en chiffres romains. Si on regarde par exemple la courbe qui est tracée en jaune,
On peut lire sur l'échelle que nous sommes à un degré 7. Si nous regardons la courbe en orange, donc qui est plus centrale, on voit qu'on est à un degré 8. C'est la zone d'intensité maximale à l'intérieur de laquelle se trouve l'épicentre. On parlera donc de zone épicentrale.